Je vous propose aujourd'hui un ensemble de vidéos autour du thème de la navigation. Nous allons voir dans cette première vidéo l'équipement qu'il faut emmener en vol pour faire des navigations et dans la deuxième partie une méthodologie point par point qui va vous guider pour tracer votre première navigation. Cette présentation sur le tracé de la navigation est composée de 3 chapitres. Nous verrons tout d'abord le matériel qu'il faut avoir pour préparer une navigation. Nous parlerons ensuite de la méthode théorique d'une préparation de navigation. Et pour finir, nous mettrons en pratique ensemble cette méthode au cours du tracé d'une navigation entre 2 terrains. Tout d'abord, le matériel. Il vous faut bien évidemment une carte de navigation qui soit adaptée au trajet. Le plus courant, c'est d'utiliser une carte à l'échelle 1/500 000, la carte IGN OACI. Mais vous pouvez être amené à utiliser une carte à l'échelle de 150 000 pour les régions un peu plus denses, ou alors une carte au millionième lorsque vous prévoyez de voler à une hauteur assez haute et vous avez besoin d'une échelle dilatée. Bien sûr, dans tous les cas, vous aurez besoin de la carte VAC, des terrains de départ, d'arrivée, de déroutement et de dégagement. Il vous faudra un rapporteur ou une règle. Le rapporteur carré est très utilisé car il a l'avantage de présenter une échelle en nautique à 1/500 millième, mais également sur les 3 autres côtés une échelle directement en minutes en fonction de la vitesse de l'avion, 120 nœuds, 100 nœuds ou 87,5 nœuds. Toujours pareil, c'est adapté à une carte à l'échelle 1/500 millième. Vous avez également des types de règles comme par exemple la règle CRA qui vous donne uniquement la distance en nautique. Il vous faudra un stylo, vous pouvez utiliser un stylo indélébile. C'est ce qui est le plus pratique pour les premières navigations en école car vous pouvez tracer sur la carte plastifiée et effacer à l'alcool ménager et c'est très visible sur la carte. Mais vous pouvez aussi utiliser un stylo à encre effaçable comme par exemple le stylo Pilot Friction qui est à l'écran, il y a d'autres marques qui présentent ce type de stylo, ou alors un crayon de papier. Attention, le crayon de papier, c'est la méthode qui est le moins visible sur une carte. Et enfin, c'est évident, mais on l'oublie parfois, il faudra une grande table avec de l'espace pour déplier votre carte et pour pouvoir étaler votre matériel et préparer votre navigation de manière sereine. Parlons maintenant de la méthode pour tracer une navigation. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de trouver un PON, c'est-à-dire un point d'origine navigation. Vous allez définir à partir de quand commencera votre navigation. Ce n'est pas toujours la verticale du terrain, nous allons le voir tout à l'heure. Ensuite, vous trouvez un point de fin de navigation, un PFN, c'est-à-dire vous allez savoir quand s'arrête la navigation. Maintenant que vous avez décidé où est-ce qu'elle commençait et où est-ce qu'elle finissait, il va falloir tracer le trait de navigation entre ces 2 points, avec éventuellement des points tournants en fonction des conditions de la navigation et des zones que vous traversez. Une fois que vous avez tracé votre trait de la navigation entre le départ et la fin, vous allez choisir des points de repère toutes les 7 à 12 minutes, afin de vous recaler, c'est la méthode de navigation à l'estime. Puis vous allez minuter votre trait toutes les 2 minutes. Et enfin, vous allez associer à chaque branche le cap magnétique. Pour mettre cette théorie en pratique et que cela soit plus concret, je vous propose de tracer ensemble une navigation entre le terrain d'Étampes et le terrain de Mortagne. Pour choisir le point d'origine navigation au départ d'Étampes, vous allez devoir sortir la carte VAC du terrain. Sur la première page, vous avez la partie détaillée qui est autour du terrain avec beaucoup d'informations pertinentes. Et sur les pages suivantes, les pages texte, vous pouvez avoir des procédures et des consignes particulières. Par exemple, à Étampes, le QFU 057, c'est-à-dire la piste 06, est préférentiel à cause de l'environnement. Il faut également éviter le survol des zones habitées avoisinantes. Ces zones sont matérialisées généralement par un cercle bleu autour de la ville à éviter. Maintenant que vous avez identifié l'environnement sur la carte VAC qui est plus détaillée et également les consignes particulières, vous allez pouvoir choisir votre point d'origine navigation, c'est-à-dire le point qui vous semble le plus facile après décollage pour commencer la navigation. Ça peut être la verticale du terrain, mais en général, on essaye de choisir un repère significatif assez proche afin de commencer la navigation et de ne pas perturber le trafic en circulation d'aérodrome. À l'écran, par exemple, il y a la grosse ville de Pucet qui est au sud-ouest.
C'est un bon repère pour débuter la navigation des temples vers Mortagne, c'est-à-dire qu'elle est du bon côté, vu que le terrain de Mortagne est à l'ouest. En fonction du QFU, le 06 ou le 240, vous pourrez choisir soit d'aller dans la vente arrière et de rejoindre la ville de Pucet, soit après décollage de poursuivre avec un virage légèrement à droite. Ça, ce sera dans la pratique. Donc vous reprenez votre carte de navigation, la 500 000 à l'écran, et vous tracez un rond autour de votre point d'origine navigation. Attention, il faut que le rond soit assez grand. Par exemple, un petit rond comme celui à l'écran n'est pas judicieux, car il va cacher les informations pertinentes et ne va pas faire ressortir les points de repère qui vous aideront à identifier le PON. Vous voyez à l'écran l'exemple d'un cercle qui est assez grand et qui fait ressortir de manière très évidente les repères pour identifier le village. Les repères dans cet exemple, c'est les lignes haute tension, c'est la 4 voies qui est légèrement au sud-est, c'est la voie ferrée, c'est les éoliennes. Pour vous donner une idée, la taille c'est environ une pièce de 1 €, voire une pièce de 2 € pour le cercle. Ensuite, le pilote a la liberté de tracer ou de ne pas tracer la trajectoire de départ en fonction de la piste en service. Piste 06, c'est la vente arrière, et ensuite rejoindre le village. Piste 24, c'est quasiment dans l'axe. Il faut savoir que le jour du vol, en fonction de la météo, on ne sait pas exactement quelle sera la piste, et en fonction du trafic, on ne sait pas si on va pouvoir effectuer la trajectoire de départ que l'on a prévue. Ce qui est important, c'est de pouvoir rejoindre le point d'origine navigation, qui est justement un peu décalé pour pouvoir commencer la navigation à un point facile. Maintenant que nous avons trouvé le point d'origine, c'est-à-dire où est-ce que l'on va partir, il faut choisir le point de fin de navigation, c'est-à-dire où est-ce que va se finir la navigation. Donc il faut rejoindre le terrain de Mortagne, nous allons sortir la carte VAC. Nous avons le détail du terrain sur la première page, et nous avons également quelques consignes. Sur le texte, il est écrit « Roulage interdit en dehors de la piste, runway et des taxiways ». Bon, cela ne concerne pas l'arrivée. Donc, avec cet environnement autour de Mortagne, il va falloir choisir le point de fin de navigation. C'est un terrain non contrôlé, donc il va falloir faire la verticale du terrain pour l'air à signaux et ensuite l'intégration. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'intégration terrain non contrôlé si vous voulez plus de détails. Donc il peut être judicieux, dans ce cas de terrain, d'aller rejoindre la verticale, car il va falloir faire la verticale pour s'intégrer. Du coup, dans l'exemple, on peut imaginer un pilote qui choisirait un point de fin de navigation à la verticale de Mortagne. Il aurait pu choisir un autre endroit. Bien évidemment, c'est libre. Nous revenons donc sur la carte pour tracer un cercle autour du point de fin de navigation. Comme nous l'avons vu pour le point d'origine, il faut que le cercle soit assez grand et qu'on voit à l'intérieur les points de repère. Il y a la 4 voies qui passe à proximité, les petits ronds gris qui sont les échangeurs autoroutiers, la grande ville de Mortagne au Perche. Donc le point de fin de navigation est identifié. On a le point de départ et le point de fin de navigation. Maintenant que vous savez où vous commencerez et où vous finirez la navigation, il vous reste en troisième partie de la préparation à tracer ce trait. Le trait de la navigation, normalement, devrait être une ligne droite entre le départ et l'arrivée. Malheureusement, dans la pratique, il y a parfois des zones à éviter ou des villes qu'il faut éviter en fonction d'une certaine hauteur. C'est l'exemple à l'écran de la ville de Chartres. Par rapport à la couleur, l'avion doit être à une hauteur du sol supérieure à 5000 pieds lorsqu'il survole la ville. Et on peut imaginer un pilote qui souhaiterait voler plus bas. Ou alors la météo qui ne permettrait pas de voler au-dessus de 5000 pieds sol. On peut donc imaginer un pilote qui choisirait un point tournant au sud de la ville de Chartres. Ce serait le petit village que vous voyez en jaune. Il a donc tracé un cercle assez grand pour faire ressortir les points qui permettront d'identifier le point tournant. Les repères, c'est par exemple l'autoroute, la 4 voies qui est avant, l'échangeur qui est légèrement au sud, ou même les petits lacs ou étangs qui sont à gauche. Vous venez d'effectuer les points 1, 2 et 3, c'est-à-dire que vous savez où commence la navigation, où elle se termine, et vous avez établi une stratégie avec des points tournants pour faire la nave. Il faut maintenant choisir des points de repère en route toutes les 7 à 12 minutes. Nous en parlerons dans une autre vidéo, mais la navigation à l'estime, pour résumer brièvement, c'est tenir un cap et une vitesse, et à intervalles réguliers, toutes les 7 à 12 minutes, retrouver un point de rendez-vous qui permet de recaler la navigation. C'est ce que nous allons faire dans ce point 4.
Pour le faire, vous pouvez utiliser le rapporteur de déroutement qui est très facile car il est minuté directement en fonction de la vitesse. En commençant par la première branche, vous identifiez la partie de la branche qui est entre 7 et 12 minutes. Nous avons de la chance dans cet exemple, le point tournant est dans cette partie entre 7 et 12 minutes, donc nous pouvons l'utiliser comme un point de repère. Il faut reproduire la même méthode pour la deuxième branche en utilisant ce rapporteur de déroutement et en identifiant la partie de la branche qui est entre 7 et 12 minutes. À l'intérieur de ce temps, 7 et 12 minutes, le pilote doit choisir un point de repère en route. Dans l'exemple à l'écran, le pilote pourrait choisir travers sud du gros village de La Loupe. Il va donc tracer un rectangle. C'est un rectangle. Ce n'est pas un cercle. Le cercle, c'est un point tournant, c'est-à-dire qu'il faut effectuer un virage. Un point de repère, c'est un rectangle, et je me répète, il ne faut pas le faire trop petit, comme pour les cercles. Si vous le faites trop petit, vous risquez de cacher l'information pertinente. Il faut donc faire un gros rectangle qui fait ressortir les grosses informations pour identifier le point de repère. Donc là, c'est le village de La Loupe, c'est la voie ferrée qui est double, c'est la route qui part légèrement travers sud-ouest du village de La Loupe, c'est le VOR également qui peut être utilisé en flanquement, nous en parlerons plus tard. Vous avez fini les 4 premières étapes, il vous reste maintenant à minuter le trait toutes les 2 minutes. Cela permettra de se repérer en vol, nous en parlerons plus tard avec la méthode chrono-carte-sol. Pour minuter un trait, vous utilisez soit votre règle qui vous donne une distance en nautique que vous transformerez avec le facteur de base en un temps, en fonction de la vitesse de votre avion, ou alors vous pouvez utiliser le rapporteur de déroutement avec le côté qui a la bonne vitesse, c'est-à-dire celle de votre avion. En traçant un gros trait toutes les 2 minutes et un petit trait au milieu toutes les minutes, vous faites apparaître le minutage sur le trait de navigation. Il ne vous reste plus qu'à écrire les minutes, 2, 4, 6, 8. On écrit toutes les 2 minutes pour ne pas surcharger la navigation. Comme vous le voyez à l'écran, les traits du minutage sont bien écartés du trait de navigation, il y a un petit espace. Et les informations de minutes sont écrites en gros. Vous voyez là l'exemple d'un pilote qui aurait mis les traits trop proches du trait de navigation, c'est-à-dire qu'il surcharge la carte au niveau du trait de navigation et il peut écrire par-dessus des informations pertinentes. Par exemple, au niveau du trait de 4 minutes, vous voyez, le trait est sur une éolienne. Du coup, l'éolienne ne ressort plus. Il ne faut donc pas tracer les traits trop proches du trait de navigation. Un autre exemple à ne pas faire, c'est d'écrire trop petit. Vous voyez, les informations de minutes sont écrites trop petit et on a du mal à les lire. En vol, avec la charge de travail, il sera encore plus difficile de faire ressortir l'information pertinente. Donc, pour revenir à la méthode de minutage, il faut écrire des gros chiffres et il faut les espacer à gauche du trait. Il y a tout l'espace disponible sur la carte, il ne faut pas la surcharger au niveau du trait de navigation car c'est là où passe votre avion et c'est là où il y a les informations pertinentes. C'est presque fini, il ne reste plus qu'une étape. Vous avez tracé un trait de navigation en identifiant un point tournant, puis un point de repère en route, puis vous avez mis le minutage. Il ne vous reste maintenant plus qu'à associer le cap magnétique à chaque branche. Pour cela, vous utilisez la référence du nord vrai qui est sur la carte de navigation. À l'aide de votre compas ou du rapporteur de déroutement, vous allez calculer le cap vrai de chaque branche et vous allez convertir ce cap vrai en cap magnétique à l'aide de la déclinaison. Attention, il faut bien intégrer cette déclinaison magnétique car le compas que vous utilisez dans l'avion est un compas magnétique. Du coup, votre navigation se fait à l'aide de la référence magnétique. Une fois que vous avez calculé ces caps magnétiques, vous les écrivez à gauche de chaque trait avec des gros chiffres qui sont facilement lisibles et suffisamment espacés du trait pour ne pas le surcharger. Comme vous voyez à l'écran, le petit triangle du cap a été noirci du côté du trait de navigation pour identifier facilement à quelle branche de navigation le cap fait référence. Quand vous avez des navigations avec plusieurs branches qui sont proches, il peut parfois y avoir une confusion. Ça permet de lever le doute. Le tracé de la navigation est fini et si vous tournez votre carte pour la mettre dans le sens de navigation au cap magnétique, vous voyez que tous les minutages et que les caps sont écrits pour le lire dans ce sens.
Ce n'est pas évident au départ, ce n'est pas naturel, mais c'est comme ça qu'il faut écrire une carte et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser en vol, car cela va faciliter le travail. Donc il est très important de ne pas écrire avec une carte orientée au nord magnétique, mais d'écrire pour une lecture avec une carte orientée au cap de la branche de navigation. Tenir la carte dans l'axe du cap magnétique va énormément faciliter votre travail visuel pour les allers-retours entre l'intérieur de l'avion, la carte, et l'extérieur pour chercher des points de repère. Parlons de la méthode chrono-carte-sol. Si un pilote veut se repérer en vol, il va tout d'abord regarder son chronomètre. Imaginons qu'il lit 2 minutes 45 et il va se positionner sur la carte. L'avion à l'écran est environ à 2 minutes 45. Toujours sur cette carte, il va rechercher un point de repère significatif au sol pour regarder dehors. Donc sur la carte, il imagine regarder le village qui doit être devant à droite. Eh bien, il suffit ensuite d'aller sur le sol, regarder dehors, sur le même angle. Devant à droite, le même angle sur la carte et le même angle par rapport au cockpit, vous devez visualiser le village devant à droite. Ça facilite beaucoup la charge de travail qui est déjà dense en navigation. Donc prenez cette habitude de tenir la carte dans le sens du cap de la branche de navigation. Maintenant que vous avez tracé votre navigation, nous allons parler ensemble rapidement du pliage de la carte pour l'utiliser en vol. Vous avez certainement reçu une carte avec un pliage de type Michelin, c'est le pliage d'usine, c'est-à-dire qu'elle est pliée en deux puis en accordéon. Alors si vous avez de la chance, votre navigation est pile entre deux pliages, mais c'est rarement le cas. Du coup, je vais vous proposer une méthode de pliage qui va pouvoir s'adapter à toutes vos navigations. La première chose à faire, c'est de déplier la carte en entier. Sur cette carte, vous identifiez la zone où vous allez tracer votre nave, ou alors la zone où vous avez déjà tracé votre nave, pour définir un rectangle qui va entourer le trait de navigation et en laissant un peu de marge, 20 à 30 nautiques, afin de pouvoir avoir les terrains de déroutement possibles accessibles sur le pliage. Une fois que vous avez défini cette zone, vous venez prendre la carte et faire les plis au nord et au sud, donc dans ce cas entre Étampes et Mortagne. Puis à l'est et à l'ouest. Idéalement, lors de ces pliages, il ne faut pas réutiliser un pliage d'origine, parce que le risque, c'est qu'en utilisant toujours le même pliage, la carte va se déchirer. Du coup, n'hésitez pas à créer un pliage là où il n'y en a pas. En plus, à force, ça va permettre de rendre la carte plus souple. Donc comme vous le voyez, par rapport à ma grande carte initiale, j'ai maintenant un rectangle qui définit uniquement la partie que je vais utiliser en vol. Pour insister sur le trait de pliage, utilisez un angle de table et venez marquer chaque point. Comme vous le voyez, les 4 points de pliage sont marqués. Ça rend la carte encore plus significative au niveau des pliages. Vous pouvez utiliser une petite pince de dessin, si jamais vous avez une zone qui est encore mobile, et vous obtenez une carte qui va très facilement se glisser entre le siège et le bord du cockpit. Dans des avions légers, c'est pratique, il faut optimiser l'espace, et vous pouvez la sortir et l'utiliser en vol sans avoir à déplier et à chercher quel côté utiliser. Nous avons fini cette présentation et vous avez maintenant la méthode pour tracer votre première navigation. D'autres vidéos vont suivre en vous expliquant comment faire un log de navigation et comment organiser les navigations dans la pratique en vol. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications pour être informé de la publication des vidéos. Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement livret de progression et livret de briefing pour diverses formations, notamment la formation au PPL. Et enfin, lorsque vous arriverez proche de l'examen en vol, je vous invite à vous procurer le livre « Préparer et réussir le test en vol du PPL ». À l'intérieur de ce livre, je vous résume les exercices et les détails. Ce sont les exercices qui sont au programme de l'examen.